C'est officiel, la Guadeloupe compte 4303 bacheliers de plus. Les résultats du baccalauréat sont tombés en fin de matinée, faisant la joie de milliers d'étudiants. Reportage d'Isabelle Hameau sur ce moment inoubliable pour les lauréats. Et rien ne s'arrange à Capesterre-Belle-Eau. Pire, le conflit prend de l'ampleur. L'UGTG a mobilisé ses forces et le maire a quitté la table des négociations. Le point sur ce conflit qui brille par sa longévité avec Karen Diama. Et connaissez-vous le Lindy Hop? C'est aussi le nom donné au swing des années 30. Cette danse était au programme du Swing Jazz Festival 2016. Démonstration avec le reportage de Linda Kayarsi et de Nathalie Dinal. Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver. Fin du suspense pour des milliers de candidats au baccalauréat. Près de 8 lycéens sur 10, toutes séries confondues, ont été reçus au premier coup au niveau national, selon le ministère de l'Éducation. En Guadeloupe, 4303 candidats ont déjà leur diplôme en poche. Le stress et l'angoisse ont ainsi laissé la place aux effusions de joie. Reportage d'Isabelle Hameau qui s'est rendue au lycée Charles Coeffin de Bemao. 10 heures, les terminales se dirigent vers le tableau des affichages. On cherche son nom et c'est l'explosion de joie. Mention bien, on est allé au talent, surtout la philo, qu'est-ce que vous voulez de plus? En fait, j'ai eu mention très bien et je sais juste que je sais juste ma note. Donc, T'as eu quelle note? avec le calcul que j'ai fait, j'ai eu 19,37. Je suis plutôt content. Mais après, ça ne fait que commencer. Hein. Normalement, les études que j'ai prévues sont beaucoup plus compliquées que ça. Quelle étude que tu as prévue? J'ai prévu de faire une prépa et aller soit intégrer l'ENS ou Polytechnique. Quels sont les projets? D'abord, pendant les vacances, fêter et profiter, bien évidemment. Et l'année prochaine, passer le concours de médecine. Moi, je vais sûrement continuer sur la première année de médecine en PACES à Fouilleul. Et puis après, on va essayer de surtout réussir la première année, de ne pas redoubler. Et puis après, de continuer. Aussitôt, SMS et appels se multiplient. L'ambiance à Charles Coeffin est à son comble, ce qui ravit l'équipe pédagogique qui a encadré les élèves. Et on les a bien encadrés relativement bien durant toute l'année pour qu'il y ait autant de bonnes réussites. D'ailleurs, nous sommes très fiers d'eux, donc on félicite tous nos bacheliers. Et puis ceux également peut-être qui iront au deuxième tour, on leur souhaite bonne chance. Et puis en leur disant de continuer dans cette voie-là. Et puis nos jeunes, c'est l'avenir de la Guadeloupe tout simplement. Les parents émus étaient aussi présents. Très contente. Elle a travaillé pour et elle a eu le résultat qu'il faut. Je suis très contente pour lui. Il s'attendait à mieux, mais avec la mention bien, ça va. On est content, on sera satisfait à la maison. Beaucoup de mentions cette année, mais sans oublier les 488 candidats recalés ou les 1037 autres qui passeront au rattrapage à partir du 7 juillet. Et pour d'autres, l'heure était à la formation aujourd'hui. La semaine régionale de la formation se poursuit en Guadeloupe. Aujourd'hui, c'était au tour des CFA d'ouvrir leurs portes. Les 8 centres de l'archipel se sont d'ailleurs réunis au lycée agricole de Convenance à Bemao. L'occasion de s'intéresser de près à l'apprentissage. Le reportage est signé Isabelle Hameau. Ces apprentis auront pris le temps de s'informer aujourd'hui sur les formations qui leur sont proposées. Les secteurs de l'agriculture, de l'environnement ou encore des services tertiaires se préparent en apprentissage. Double formation très prisée. La spécificité de l'apprentissage, c'est tout simplement cette double formation, je dirais, qui est apportée par, d'un côté, le centre de formation, donc les différents CFA, et de l'autre côté, les maîtres d'apprentissage, les employeurs qui complètent cette formation pour que les jeunes puissent comparer, puissent compléter, acquérir le savoir-faire nécessaire, exigé par ces employeurs qui, si tout marche bien, on espère, tout le monde espère, va se concrétiser par une signature d'un contrat ferme à la suite de contrats d'apprentissage. L'apprentissage, une voie qui aura été bénéfique pour certains, à l'instar de Kevin et Jonathan. Au début, je suis parti de rien et on m'a conseillé d'aller à la MFR de Cadet Sainte-Rose. Je ne connaissais pas, donc j'ai décidé, je vais me lancer pour voir comment ça se passe à peu près. J'ai vu que je me sentais bien, j'ai décidé de m'inscrire et on m'a dit qu'il fallait que je me trouve un patron. Ça a été assez difficile au départ.
Mais bon, j'ai réussi quand même. Et une fois que mon patron, je l'ai trouvé, ben, je me suis lancé. Et c'était parti pour 2 ans. Moi-même, je suis bien étonné de moi-même que je suis arrivé à avoir juste le CAP. Et puis voilà. Canel, étudiante en apprentissage, est venue s'informer en revanche sur les aides régionales dont elle peut bénéficier. J'aimerais bien avoir un accompagnement pour le permis parce que ce n'est pas évident d'être apprenti et d'être à pied pour aller se rendre sur le lieu de travail. Nous avons également une proposition que nous faisons aux apprentis. À partir du moment où ils s'inscrivent dans un CFA, ils ont un chèque de 200 ou 300 euros qu'on leur attribue, peu importe qu'ils aient eu le permis avant l'inscription ou peu importe qu'ils aient obtenu le permis pendant leur formation. La semaine régionale de la formation ne fait que commencer. Demain, les intervenants se rendront à la Cité des métiers des Abîmes. Et à force de rendez-vous manqués, et ce malgré la nomination d'un médiateur, le conflit qui oppose l'UTC-UGTG à la municipalité de Capesterre-Belle-Eau s'enlise. Le mouvement s'est d'ailleurs élargi à l'ensemble du syndicat UGTG et le maire de la ville a quitté la table des négociations. Le reportage de Karen Diamin. 2 mois après le début du mouvement de grève des employés de la commune de Capesterre-Belle-Eau, aucun service municipal ne peut assurer ses fonctions. De quoi agacer certains usagers. Là, je n'arrive pas à faire certaines choses. Il y avait des courriers que je dois envoyer pour la mairie. Là, je ne peux pas les envoyer. Cette grève, c'est vrai que je comprends tout le monde. Mais à un moment, il faut du stop. Il faut du stop. Il rejette toutes les fautes sur le maire. Mais pourquoi le maire ne signe pas? Il y a une raison. Il faut se poser des questions à un moment. Il ne faut pas rester là à se dire que les grévistes ont raison, les grévistes ont tort, le maire a raison, il a tort. Mais pourquoi il ne signe pas? S'il ne signe pas, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'il y a des gens qui viennent en vacances et ça cause des problèmes. Moi, je suis dans le comité de l'eau, ça nous gêne aussi. Parce que les gens, ils savent qu'est-ce qu'elle veut. Il y a 2 mois que la mairie en grève, 2 mois, ça veut dire il y a 2 mois. Alors, c'est pas évident, ça gêne. Parce qu'il n'y avait pas la crainte, pendant 2 mois, ça perturbe les enfants. Au jour d'aujourd'hui, des gens demandent des augmentations, ils demandent tout. C'est vrai qu'il faut des augmentations. Moi, je suis au chômage, d'accord? Et je suis là, je subis ce qu'ils font. Je ne peux pas aller récupérer des passeports, je ne peux rien faire. C'est-à-dire qu'ils bloquent la population avec l'idée que le maire va agir. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison de faire ou de bloquer autre. Il faut trouver des solutions concrètes. Ils disent que le maire avait déjà signé. Mais ce n'est pas une question de signer. C'est pourquoi ils ne signent pas aujourd'hui. C'est ça qu'on veut savoir, nous. Pourtant, pour montrer leur détermination à obtenir satisfaction, le syndicat suivi de ses nombreux adhérents a entrepris une marche symbolique dans les rues de la ville en bloquant l'axe principal. Une façon d'inciter l'autorité municipale à reprendre les négociations. Si elle arrive, on a gagné le combat. Et je dis effectivement, il y a 2 semaines que M. Joël Bojan a échappé. La dernière fois, elle a contré la caisse des écoles. Il faut nous justement mobiliser nous pour dire nous qu'il est d'accord pour rencontrer nous jeudi matin à 8h. Mais nous avons rappelé, ce n'est que la négociation qui va reprendre, puisque nous avons quand même 13 points de revendication. Nous avons tombé en accord aussi 2. Car il était encore 11. Donc effectivement, et c'est vraiment dommage, il faut nous arriver là encore une fois pour nous tenir une date de reprise. Bon, le jeudi matin, nous allons reprendre, nous sommes là, nous sommes présents et nous allons négocier pour nous voir effectivement si nous allons arriver sur cette plateforme de revendication là. Mais nous connaissons aussi, nous savons qu'en Guadeloupe, si vous ne pas marquer, si vous ne pas barrer chemin là, si vous ne pas double, si vous ne pas mettre mobilisation, il ne pas attendre vous. Et nous avons bien dit que c'est commencer, nous allons commencer ce jeu-là et nous pouvons savoir qui nous que fin. Nous ne pas larguer la mobilisation. Pas parce que nous sommes en accord pour nous reprendre la négociation, que nous allons la mobilisation. Surtout pas la mobilisation qui a continué et nous encore en grève en mairie Capesterre. Après 3 heures de sitting et de blocage dans le rond-point de la Cassavrie, la négociation devrait reprendre jeudi prochain si le maire tient parole. Les syndicats, et ce mois de juillet s'annonce délicat avec des grèves qui se multiplient. Certaines mobilisations battent des records en termes de longévité. Comptez plus de 2 mois à la mairie Capesterre-Belle-Eau et plus de 6 pour les salariés d'Idex Énergie. Que pensez-vous de la durée de certains conflits? Dexter Moïse vous a posé la question. Oh, des grèves qui perdent en Guadeloupe, et ça ne fait pas bien pour la Guadeloupe parce qu'on perd beaucoup d'emplois avec toutes ces grèves. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une entente dans les gens. Il faut avoir une entente. S'il y a des grèves, c'est parce que les gens ne sont pas satisfaits. Ils ont des désirs, on ne répond pas forcément à leurs revendications. Mais malheureusement, en Guadeloupe, il faut
Il faut vraiment faire du désordre pour avoir une réponse positive. Ça met en avant les problèmes sociaux qu'on a en Guadeloupe. Mais c'est bon pour la Guadeloupe aussi parce qu'il y a des trucs qu'on doit régler, il y a d'autres trucs bon. Ça change un peu pour certains. Il faut un temps pour le dialogue et puis il faut aussi un temps pour la grève. Et quand le dialogue ne suffit pas, il faut passer à la manière forte. Pas bloquer la population, mais plus bloquer les gens qui sont concernés par les grèves. À un moment donné, il faut mettre le point sur la table, parce que bon, c'est vrai que c'est beau de parler, mais si la discussion, on n'arrive pas à terme, donc c'est bien de faire savoir qu'on a des droits. Je pense que c'est une situation assez difficile, ne serait-ce que pour les habitants. Mais bon, après, je pense qu'il faudrait qu'on s'y habitue parce que c'est quelque chose d'assez perpétuel en Guadeloupe. Moi, ça ne me dérange pas parce que c'est un peu compliqué de vivre en Guadeloupe et d'être satisfait. Ce serait bien que lorsqu'il y a un conflit, pas forcément faire grève. Essentiellement le manque de communication et des fois des solutions qui existent qui sont prises trop tardivement. Alors parfois c'est un petit peu trop fort, mais je pense que nous, en tant qu'habitants et population, nous devons soutenir, nous devons être avec eux parce que c'est peut-être prochainement notre cousin, notre cousine, notre frère, notre sœur qui va se retrouver dans cette situation et ils ont besoin d'être soutenus. Plus s'orienter sur la communication. Le fait de parler que d'agir et de bloquer quelque chose. Les grèves, pour la plupart, sont tolérées par la population dans la mesure où on comprend les revendications. C'est gênant dans la mesure où aussi, bien souvent, pour aboutir à une solution, on est obligé de passer par, entre guillemets, la séquestration du peuple. Donc on doit prendre le peuple en otage et à partir justement pour avoir une réponse concrète ou débloquer un conflit en cours. Parce que les employés, ils ont des valeurs sûres, mais il faut quand même penser aux clients, à la population qui en souffre. C'est dur. Il faut persévérer parce que là, c'est pas bien. Les jeunes ne travaillent pas, il y a beaucoup de grèves, c'est pas bien. Peu importe le temps de la grève, je compatis avec eux. C'est vrai, parfois c'est exaspérant, mais malheureusement on est dans un monde où il faut mettre les gros moyens quand il y a des grands mots, mais sans gros mots. Pour la 6e année consécutive, l'hôtel de région de Basse-Terre va se transformer demain en un gigantesque marché. Plus d'une centaine d'exposants seront sur place pour faire découvrir aux Guadeloupéens les produits du terroir. Sylvie Gustave Diduflo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de la commission agriculture et pêche de la région Guadeloupe. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les Guadeloupéens pourront faire leurs achats de fruits et de légumes demain dans les jardins de la région. Toutes les branches, je crois, de l'agriculture seront d'ailleurs représentées. Oui, effectivement, demain, dès 7h et ce jusqu'à 18h, la population pourra venir à la rencontre de producteurs. Et en fait, nous avons décliné 9 pôles d'activité. Un pôle aquaculture pêche, maraîchage, un pôle végétal, plantes médicinales, traiteurs, etc. Donc il y en aura pour tous les goûts et bien sûr un pôle artisanat. Quels sont les avantages pour les visiteurs demain? Auront-ils des avantages par exemple sur les tarifs, les prix? C'est déjà les sensibiliser à consommer local. C'est une vraie démarche, je dirais, patrimoniale, d'aller vers le producteur, de voir un petit peu ce qu'il propose comme produit, voir un petit peu les produits de terroir et puis effectivement consommer local, c'est un credo et c'est important de le faire. Alors c'est un credo important, vous l'avez dit, mais qui peine des fois. Les Guadeloupéens ont du mal des fois à convaincre à consommer local, en tout cas selon les éleveurs. Ils dénoncent la concurrence des produits importés vendus beaucoup moins cher. Est-ce que la région a les moyens d'inverser cette tendance? En tout cas, nous, à la région, au moment de la campagne régionale, nous en avons fait un pôle fort puisque nous avons basé notre programme sur la croissance bleue et la croissance verte. Et l'agriculture et la pêche sont véritablement les deux piliers de cette croissance. Et donc aujourd'hui, la région agit avec les moyens qu'elle a sur l'octroi de mer pour favoriser la production locale. Et puis, c'est véritablement une démarche citoyenne d'aller vers le producteur, comment dirais-je, de discuter avec lui. Et puis, c'est aussi un vrai moment de partage puisque le producteur vous permet de déguster sur place au niveau du stand ces produits, ce que vous ne pouvez pas faire en supermarché. Avant d'aborder la question de la croissance verte et de la croissance bleue, est-ce que vous avez les moyens d'agir sur les circuits de distribution, justement? Alors, nous ne pouvons pas, évidemment, c'est un libre marché, mais nous pouvons aider la production locale. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous avons fait lors de la dernière plénière mercredi dernier. En travaillant sur l'octroi de mer, eh bien, nous favorisons nos producteurs locaux. Et comment vous le faites?
Eh bien, tout simplement en mettant un plus grand écart de prix entre la production locale et la production importée. Et puis, n'oubliez pas une chose aussi qui est très importante, nous sommes à la recherche de qualité, nous sommes à la recherche de goût, nous sommes à la recherche de la palatabilité, c'est-à-dire cette notion de plaisir quand il y a du goût, et ça, seuls nos producteurs locaux peuvent nous l'apporter. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, cette manifestation entend aussi impulser une certaine façon, une nouvelle façon en tout cas de mettre en place une croissance verte et une croissance bleue. Comment celle-ci va se mettre en place? Eh bien, en fait, cette croissance bleue, c'est ouverte, croissance bleue évidemment pour tout ce qui touche à la mer et verte pour tout ce qui touche à la forêt, à l'agriculture, etc. Eh bien, c'est en donnant les moyens à nos producteurs eh bien, de pouvoir d'une part vivre de leurs produits et le vendre aux consommateurs. Alors, nous avons déjà commencé cette démarche. Eh bien, c'est par exemple, nous aidons les producteurs de bananes à atteindre l'objectif des 100 000 tonnes de bananes, ce qui va créer plus de 500 emplois. Et aujourd'hui, nous sommes intimement persuadés eh bien, que les niches d'emploi se situent au niveau de l'agriculture, au niveau de la pêche. Et pour cela, eh bien, nous accompagnons avec les fonds européens ces secteurs d'activité. Quels sont les autres objectifs justement de cette croissance verte? Eh bien, cette croissance verte, évidemment, c'est de pouvoir mettre une économie verte sur la Guadeloupe en utilisant eh bien, notre magnifique biodiversité. Nous sommes un des hotspots de la biodiversité sur la planète. Eh bien, nous comptons bien dégager une belle économie, être une véritable niche d'emploi eh bien, pour nos jeunes. Et concernant la pêche, les autres secteurs, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Bien, en ce qui concerne la pêche, vous savez que nos pêcheurs ont été particulièrement impactés, par exemple sur le sud Basse-Terre, dans le croissant bananier, avec la problématique de la chlordécone. Eh bien, nous les accompagnons soit vers une reconversion, soit une amélioration de leur outil de pêche. Mais c'est un secteur d'activité eh bien, que nous voulons également promouvoir. Sylvie Gustave Didufle, pour sauver la production locale, il faut également aider les agriculteurs à s'implanter. Beaucoup d'agriculteurs n'ont pas de terre. Pourtant, 9000 hectares seraient disponibles, accessibles selon la DAF. Est-ce que votre commission s'est déjà saisie de ce dossier? Évidemment. Nous sommes interpellés tous les jours par des producteurs qui veulent agrandir leur exploitation. Nous sommes interpellés par des jeunes agriculteurs qui veulent rentrer, qui veulent faire de l'agriculture leur métier. Évidemment, ils n'ont pas de foncier. Et pour cela, je vous signale que la région participe à l'établissement public foncier. Eh bien, c'est un établissement qui doit permettre une bonne cohérence, une bonne gestion au niveau des terres, et notamment des terres agricoles. Et évidemment, nous allons comment dirais-je, mettre toute notre proie pour que nos jeunes agriculteurs ou ceux qui veulent étendre leur exploitation puissent trouver davantage de terres. Votre poids sur quel levier? Eh bien, en fait, il faut savoir que la région a elle-même de la terre disponible. Nous devons véritablement faire une politique d'évaluation de ce foncier et pour pouvoir faire de la mise à disposition des agriculteurs. Donc en clair, rien n'est encore acté, en tout cas sur les terres qu'on pourrait céder ou louer aux jeunes agriculteurs. Non, tout est encore à l'étude. N'oubliez pas que ça fait que 6 mois que nous sommes là. Donc nous essayons de faire un état des lieux. Et dès lors que cet état des lieux sera fait, eh bien, nous allons pouvoir impulser la politique que nous voulons mettre en place, celle de la croissance verte. Avez-vous également défini une politique au niveau des jeunes pour les aider? Au niveau des jeunes agriculteurs? Oui. Alors, évidemment, ces jeunes agriculteurs, il faut le savoir, bénéficient d'accompagnement au niveau de la Chambre d'agriculture. Il ne faut quand même pas oublier que la région investit chaque année 2 millions d'euros dans cette Chambre d'agriculture. Donc, par le bras armé de la Chambre d'agriculture, nous sommes aux côtés de ces jeunes agriculteurs qui veulent être des agriculteurs. Est-ce qu'un plan défini, des actions concrètes ont été déterminées pour les mois à venir, les semaines et les mois à venir au niveau de la commission pêche et agriculture de la commission du conseil régional avec cette nouvelle équipe? Alors Jean-Marie Hubert, le président de la commission, et moi-même, nous avons multiplié les rencontres sur le terrain par bassin, je dirais, de terrain agricole. Et aujourd'hui, du terrain émane une vraie volonté à créer un schéma
un schéma ou un plan pour l'agriculture, à savoir dans 5 ans, dans 10 ans, eh bien, qu'est-ce que le Sud Basse-Terre a intérêt à développer? Est-ce que c'est la culture du cacao, du café ou autre chose? Est-ce que sur le terrain Nord-Grande-Terre, eh bien, on aura plus une vocation vers l'ananas ou autre chose? Donc aujourd'hui, par bassin et par territoire, nous avons visité les agriculteurs. Il y a cette volonté de mettre en place une planification à 10 ans, à 20 ans. Par exemple, un jeune qui arriverait, eh bien, il saurait que s'il s'implante sur le territoire du Sud Basse-Terre, eh bien, il faut aller peut-être vers la culture de cacao, de café ou des choses comme ça. Donc, nous, si vous voulez, nous avons écouté ces agriculteurs. Ils sont en train de, je dirais, de macérer, de digérer un petit peu ce plan. Et évidemment, nous allons les rencontrer une fois qu'ils auront avancé dans leur prospective. Est-ce que le principe de l'autosuffisance fait partie de vos objectifs également? Totalement. Totalement. Vous savez, aujourd'hui, la spéculation financière la plus importante dans le monde, c'est sur les denrées alimentaires. Or, on va vers 9 milliards d'individus sur la planète et on sait aujourd'hui qu'on n'aura pas de quoi nourrir ces 9 milliards. Alors, comme on dit, il faut véritablement se projeter vers l'avant et il faut absolument tendre vers cette autosuffisance alimentaire. Est-ce que l'empoisonnement de pans entiers de parcelles en Guadeloupe au chlordécone constitue un handicap pour vous pour mettre en place cette politique? Non, ça ne constitue pas un handicap. C'est-à-dire que cette pollution à la chlordécone, elle est là, elle est présente. Aujourd'hui, c'est une réalité que nous prenons en compte et les socioprofessionnels avec. Et nous avons décidé, évidemment, de dépasser cela. Elle est là, on ne peut rien y faire, il faut vivre avec. Et en cela, nous les accompagnons au quotidien, ces socioprofessionnels. Sylvie Gustave Didiflo, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. En Martinique, le tribunal de commerce a accordé la reprise des activités de la Copamar à Maxi Pêche, une décision en tout cas qui ne plaît pas à tout le monde. Au François, les marins-pêcheurs ont décidé de créer leur propre coopérative. On regarde le reportage de Guy-Raphaël René d'ATV Martinique. C'est ici en lieu et place de l'ancien établissement de la coopérative sur le port du François que devrait voir le jour la nouvelle structure d'avitaillement en matériel et carburant des pêcheurs franciscains. Cet après-midi, le tribunal de commerce a décidé de la confier à des repreneurs privés, une décision qui ne satisfait pas les professionnels de la pêche qui ont choisi de créer leur propre structure. C'est vraiment malheureux pour nous parce qu'on aurait dû voir venir et anticiper le coup et faire ce qu'il fallait faire pour garantir notre structure telle qu'elle était. C'est à nous-mêmes de nous prendre en charge et de dire, bon voilà, on rebondit, on ne se laisse pas faire, on crée une coopérative, on a déjà une structure au François qui est assez intéressante, qui nous permet de pouvoir fonctionner et que son volume de vente permet de pouvoir payer les employés. Pourquoi la laisser aux autres? Pourquoi la laisser un privé? Le marin-pêcheur a même de se responsabiliser et de relancer une nouvelle coopérative. Des marins-pêcheurs qui sont soutenus dans leur initiative par le comité régional des pêches qui redoute une situation de monopole du repreneur à travers la privatisation de la structure qui faisait office de centrale d'achat pour le carburant et le matériel de pêche. On craint le monopole. Et finalement, heureusement qu'il y a une initiative de marins-pêcheurs qui pour dire non, on ne va pas subir un diktat des privés. Tôt ou tard, on va payer les articles très chers, on est sûr. L'initiative des marins-pêcheurs de François, elle est louable, fiable, je dis, puisqu'on a commencé à travailler sur le projet. Les statuts sont en train d'être rédigés, tout ce qui est juridique est en train d'être ficelé, le montage financier est en train d'être fait. Donc, on est positif, ça va se faire. La nouvelle coopérative va se situer sur le site du François, mais elle sera ouverte à l'ensemble des marins-pêcheurs de Martinique, il n'y a pas de problème. Et c'est ça qui est bien. Des pêcheurs qui veulent rester maîtres à bord et qui souhaitent que leurs homologues dans les 7 autres communes dotées d'un établissement d'avitaillement s'inspirent de la démarche franciscaine. Restez avec nous dans un instant. Rencontre avec Hélène Laporte, la Guadeloupéenne a remporté la médaille d'argent au concours international du rhum à Madrid. Et puis ça va swinguer dans ce journal avec la démonstration de Lindy Hop dans le cadre du festival Swing Jazz. Elle nous l'avait annoncé dans notre édition d'hier, la chanteuse Tricia Heavy organise le festival Swing Jazz en Guadeloupe pour se mettre dans le bain. Un cours de Lindy Hop encadré par le champion du monde du swing était organisé à l'auberge de la Vieille Tour à Gosier. Nathalie Dinan et Linda Kayarsi se sont mises au tempo. Regardez. Joy Zamba montre les bases du Lindy Hop, parrain du Swing Jazz Festival, lorsque Tricia Heavy lui demande de venir en Guadeloupe. Le champion du monde de Lindy Hop catégorie solo
n'hésite pas un seul instant. Issu de la communauté hip-hop, fan de Michael Jackson, Joy s'est intéressé à ses influences et donc tout naturellement au Lindy Hop. Et donc en remontant dans les archives entre guillemets, je suis retombé sur des danseurs tels que Nicholas Brothers, Fred Astaire. Et en remontant encore un peu plus haut, j'ai découvert cette danse, cette culture qui est pour moi, on va dire, est vraiment le hip-hop des années 20, si on peut l'appeler comme ça. En effet, le Lindy Hop s'est développé dans la communauté afro-américaine de Harlem vers la fin des années 20. C'est un mélange de Charleston, de breakaway et de collegiate, tout cela pimenté de mouvements de danse africaine. Le Lindy Hop est malheureusement méconnu sous nos latitudes. C'est une scène assez underground. Je vais la comparer encore une fois au hip-hop, c'est-à-dire que les gens commencent à dire que ça fonctionne une fois que ça passe à la télé. Alors que non. Si on prend par exemple ce qui est l'essentiel de la culture guadeloupéenne, on ne la voit pas forcément beaucoup à la télé en France, mais les gens n'imaginent pas à quel point elle prend énormément de place dans la vie des gens. Et c'est la même chose. Le swing, c'est une métaphore de ce que vivent les gens dans la vie. Et c'est juste le quotidien de beaucoup de gens, c'est intemporel pour beaucoup de personnes. C'est juste que il y a des gens qui commencent à vouloir sortir, ils en ont peut-être un peu marre de la salsa, donc ils veulent voir un peu autre chose. Et puis le swing, c'est une couleur totalement différente. Le swing symbolise le métissage, y adhérer, c'est accepter de danser, de vivre ensemble, au-delà de ces différences. Ensemble, c'est parti depuis le début, 5, 6. Et que le swing évoque vraiment la métaphore de ce que les gens vivent dans la vie. Et c'est aussi une danse qui est symbole du métissage. Pour remettre dans le contexte de l'époque, on est à l'époque en 1920, il y a certainement encore des bus pour les Noirs, des bus pour les Blancs. Le seul endroit où les gens se regroupaient et dansaient dans la même salle de n'importe quelle couleur, c'était dans les soirées de swing. Et c'était au Savoy Ballroom à Harlem. Rien que pour ce symbole-là, ça se doit d'être partagé. Puis on en a besoin un peu aujourd'hui dans le contexte actuel. Les débutants n'ont pas eu trop de mal à se laisser emporter par cette musique des années 20. Je suis danseuse et je suis prof de cirque et de hip-hop. On a une association, là ça y est, c'est pour avoir d'autres cours, pour me professionnaliser un petit peu plus, pour avoir d'autres choses. Vu qu'on n'a pas souvent de cours de danse des gens de l'extérieur, c'est pour avoir un petit peu plus dans mon bagage. Je ne connaissais pas trop, mais bon, par rapport au hip-hop, en fait, je pense que c'est une bonne base à intégrer et puis c'est génial. 8, 1, 2, 3, 1, 2, stop. J'ai pris 3 ans de cours sur Paris. J'ai arrêté depuis 2 ans par contre, donc là je suis en vacances et j'ai vu qu'il y avait, alors je me suis dit super, je vais venir faire le cours. Et pourquoi vous êtes intéressé au Lindy Hop? Parce que mon père est un fan de jazz et j'ai entendu du jazz pendant toute mon enfance, je pense même dans le ventre de ma mère. Et un jour j'ai vu à la télé une émission américaine où on voyait des gens danser, je me suis dit je veux faire ça. 6, 7 et touche et step. Et si vous êtes intéressés, les cours se poursuivront demain à l'Auberge de la Veille-Tour dès 10h et l'après-midi sera réservé aux professionnels. Et cette semaine annonce de riches échanges internationaux. Le Festival international des traditions croisées ouvrira ses portes dès demain à Sainte-Rose. Le reportage est signé Moïse Dexter. Le Festival des traditions croisées débute officiellement demain. Il associe les folklores du monde, la Guadeloupe entre dans la danse. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'ici à Sainte-Rose, vraiment ici en Guadeloupe, ce festival international et la labellisation SIOF, comme les 350 festivals que nous avons à travers le monde, que nous organisons chaque année, où se déplacent à peu près 80 000 jeunes à travers le monde tous les ans vers ces festivals. Et il nous semblait important que la Guadeloupe ait ce festival SIOF pour la première fois, avec cette labellisation, ce qui ouvrirait notre réseau aussi un peu plus, et aussi pour que les groupes guadeloupéens, les groupes folkloriques de Guadeloupe, puissent voyager dans nos festivals SIOF à travers le monde. Nous invitons tous les Guadeloupéens à venir voir ce que ces personnes proposent, ce que ces personnes protègent, pour que nous aussi, de notre côté, nous puissions bien protéger notre patrimoine que nous connaissons tous au niveau de la tradition, qui est le Grouka. Le Grouka est déjà rentré au niveau de l'UNESCO, donc à nous de tout faire pour que ces personnes puissent continuer à travailler dans ce même sens de la protection du patrimoine immatériel de la Guadeloupe qu'est le Grouka.
C'est ce festival de Sainte-Rose qui, je crois, doit prendre son envolée. C'est ce qui me semble très important. Son envolée aussi parce que le partage des cultures, l'amitié, la fraternité entre les peuples, c'est ce que nous voulons avec tous ces groupes qui viennent de Tahiti, d'Indonésie, du Chili, du Brésil, de Roumanie, de la Russie, du Tatarstan et de Guadeloupe évidemment. Donc ce sont des pays qui viennent de très loin pour justement nous présenter ce qu'ils font de leur côté également au niveau des traditions, des danses traditionnelles, de la musique, puisque ce qu'il faut dire également, c'est que ces pays-là présentent leur musique. Ce ne sont pas des bandes sonores, ce sont des musiciens qui vont interpréter leur tradition en live. Avant l'ouverture officielle, l'organisation a tenu à présenter le savoir-faire guadeloupéen. Un grand village rassemble artistes et artisans depuis ce matin. Ce que nous voulions, c'est que la Guadeloupe montre aussi son savoir-faire. C'était important, l'artisanat, la nourriture, la boisson, mais qui était aussi connu à travers le monde. Voilà, c'est aussi ce message. Et voir tout ça, que les gens aussi qui viennent, ces 200 jeunes danseurs et musiciens qui viennent des 7-8 pays différents, qui puissent découvrir aussi vos traditions de la Guadeloupe. C'est un échange. Je crois que voilà, c'est vraiment ça qu'il faut montrer, qu'on puisse échanger tout ça tous ensemble. Vu que c'est un festival international, l'enjeu, c'est de faire découvrir notre patrimoine en Guadeloupe. Alors je crée des bijoux en capsule, en crochet, cumi-imo, en wax, graines pour hommes, des pochettes, des sandales personnalisées en wax. Sainte-Rose devient le centre du monde pendant une semaine. Et elle n'osait pas se lancer dans l'aventure, mais l'histoire lui aura montré qu'avec un peu d'audace et de créativité, on peut réaliser ses rêves. Hélène Laporte fabrique des punchs à base de fruits locaux et ces derniers viennent d'être primés à Madrid. Portrait de cette audacieuse avec Karen Diama. C'est la première étape. La première étape, c'est le lavage des citrons, puis je les presse. Comme j'ai mis une partie déjà, donc je vais mesurer ce qui me manque. Voilà. Là, je vais mélanger avec le rhum. Voilà. Dans son petit atelier, Hélène s'adonne à une de ses passions, à la fabrication de punch aux saveurs locales, dont son fameux saveur citron, médaillé au Rhum Festival 2016 à Madrid. C'est vrai que c'est un punch que je faisais pour ma famille et mes amis, quand on était invité quelque part. Parce qu'au départ, il faut dire que ma belle-sœur faisait un punch au citron et que j'ai beaucoup apprécié. Mais j'ai recalculé les dosages, j'ai étudié à ma façon son punch au citron pour qu'il soit d'humeur égale. Donc il m'a fallu faire des expériences et noter à chaque fois ce que ça donnait. Et je suis arrivée à cette composition qui pour moi est définitive, puisqu'elle a été médaillée. Un succès qu'elle n'aurait sans doute pas connu si en avril dernier, elle ne s'était pas décidée à lancer une production semi-industrielle sur les conseils de ses proches. L'idée de mes filles qui m'ont un peu secouée et qui m'ont dit c'est dommage, tu fais ton punch, il est bon, chaque fois qu'on le présente, les gens apprécient, tu devrais, maintenant que tu es au temps libre, en faire une activité. Donc c'est comme ça que c'est parti. J'ai fait les démarches nécessaires et suivi la formation qu'il fallait auprès de la Chambre des métiers. Et voilà, donc bien que je leur ai dit, je suis qu'à la fabrication. Le reste, si vous voulez en faire une affaire, je vous laisse vous débrouiller. Une mission que les trois sœurs ont tout de suite acceptée. Mon rôle, donc, c'est déjà recenser aussi toutes les foires, tous les concours qui ont lieu à l'international dans le secteur du rhum. Donc, c'est comme ça qu'on a pu s'inscrire au concours international de rhum à Madrid et que nous avons eu une médaille d'argent en juin 2016, début juin 2016. Donc, nous sommes ravis. Ma sœur cadette, elle m'aide aussi sur la commercialisation et la communication. Et ma sœur aînée, elle aide à la production. Voilà, donc c'est une histoire familiale. Une histoire familiale qu'Hélène souhaite perpétuer. Je suis plus toute jeune pour leur laisser quelque chose. Voilà. Donc mon rêve serait que ça marche et que mes filles puissent en bénéficier.
Avec 5 saveurs déjà connues, une médaille d'argent reçue le mois dernier, il semble que les punchs douces créoles soient la nouvelle touche ensoleillée de vos apéritifs. Et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Les punchs d'Hélène sont donc à consommer avec modération. Direction Porte de Versailles maintenant à Paris. L'Union des carnavaliers ont organisé le week-end dernier le village du carnaval tropical. De nombreuses associations antillaises y avaient pris part, ainsi que des milliers d'Antillais. Le reportage de nos confrères d'ATV Paris. C'est une première à Paris, un village carnaval tropical. Donc c'est la première fois effectivement sur la région parisienne, enfin à Paris et même en France, ce qui permet de pouvoir se réunir autour du carnaval. Donc pour permettre effectivement aux gens de découvrir les spécificités de chacun de ces carnavals, aussi bien Martinique, Guadeloupe et Guyane. Les murs du pavillon de la Porte de Versailles ont tremblé lorsque le son puissant du groupe guyanais Cassialata s'est abattu sur les participants. Le groupe Cassialata en lui-même a mis une touche, on va dire, guyano-antillaise, exactement, et c'est de là avec le groove. C'est la raison pour laquelle on dit que Cassialata, comme on entraîne beaucoup de personnes, on les appelle communément les voltigeurs, et c'est grâce à ce groove qu'on a tout le monde, on ambiance tout le monde dans les rues de la capitale. 1, 2, 3, village tropical. Un village tropical carnaval qui respecte à la fois les traditions et qui innove. Pour ce qui est de la Guyane, une délégation importante d'artistes, faisant tous partie du patrimoine musical guyanais, ont fait le déplacement. Les groupes Carnivore et Cassialata, Nadège Chauvet, Arnaud Champestin, Victor Clette, que l'on surnomme affectueusement le roi Kékette, l'humoriste Viviane Émigré et sans oublier en vedette les Touloulous, l'esprit même du carnaval. Mais on ne dit pas son nom, on ne demande pas au Touloulou qui es-tu, etc. Non, le carnaval, c'est un esprit pour nous, parce que c'est ce qui nous permet d'évacuer pour tout le reste de l'année. Voyez-vous, c'est une fois dans l'année et tout le reste de l'année on repart. Et c'est pour ça qu'on dit que les créoles sont toujours souriants, ils sont toujours en train de rire et tout ça, parce qu'on a ça, le carnaval. L'importance d'être ici, c'est de pouvoir justement permettre dans un premier temps à nos compatriotes aussi des Antilles de pouvoir découvrir notre carnaval, ainsi que la diaspora créole qui se trouve ici, et bien entendu tous les métropolitains qui entendent parler de droite à gauche, mais de pouvoir leur permettre justement de venir découvrir ce patrimoine, le carnaval. Et justement, nous avons des personnes dans notre département qui se battent pour ça, pour pouvoir faire le carnaval entrer à l'UNESCO. Une première édition pour ce village carnaval dans la capitale, mais qui aura sans aucun doute une suite puisqu'il est prévu d'autres rencontres pour les 3 années à venir. À vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques. Il y aura des coupures d'eau, enfin des coupures qui vont commencer demain à Petit-Bourg, dans les quartiers de Bergette, Viard et Juston. Le retour à la normale est prévu en fin de soirée. Et puis autrement, pour les autres coupures à venir, il y en a qui commenceront demain à Pointe-à-Pitre et à Morne-à-l'Eau à partir de 8h du matin. Le retour à la normale est prévu en fin d'après-midi de ce mercredi 6 juillet. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.